Bonjour à tous, on vous remercie d'être venus pour cette nouvelle édition du Café des idées avec du coup Majid Cherfi. Bonjour. Bonjour. Donc Majid Cherfi, je vais faire une courte présentation. Vous êtes toulousain, vous êtes le chanteur du groupe Zebda créé dans les années 90, puis chanteur indépendant aujourd'hui. Vous êtes auteur-compositeur, poète, nouvelliste, conteur et maintenant romancier. Bref, vous êtes un artiste engagé. Dans vos œuvres, vous réfléchissez sur la question politique, sur la contradiction de l'engagement, mais surtout sur sa traduction artistique. Et plus précisément, vous écrivez et chantez l'apprentissage d'une culture, l'intégration sociale et la construction d'une double identité, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Absolument. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est en quoi la culture est-elle un facteur dominant dans l'identité d'une personne et l'intégration sociale en France. On va commencer par s'intéresser euh, à l'école. Vous dites dans votre livre Ma part de Gaulois, on a été français un temps, le temps de la petite école qui nous voulait égaux en droit. Donc, pour vous, l'école se permet-elle de se créer donc une identité? Oui, en tout cas, une identité républicaine. En tout cas. C'est-à-dire qu'on arrive dans une école qui propose qu'on traite les élèves à égalité. Cette école, elle propose qu'on traite les... Alors ça a l'air évident comme ça, mais on prend les élèves à égalité, donc quel que soit ton rang social, ta couleur de peau, ta religion, d'où que tu viennes, qui que tu seras l'égal de tous les élèves. Et alors, moi qui ai grandi dans les quartiers nord, je connaissais la loi de la jungle. Parce que c'est dans les milieux souvent défavorisés, c'est un peu la loi du plus fort qui est la plus évidente à comprendre. Et quand vous n'êtes pas le plus fort, eh ben, vous subissez. D'accord. Vous subissez. Et ce qui moi, m'a effaré, c'est que tout à coup, en entrant dans cette école, en classe, j'ai respiré l'air de l'égalité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'instituteur nous traitait d'égal à égal. Et moi, j'étais étonné parce que à 17 heures, quand je sortais de cette école, il n'y avait plus d'égalité. Il y avait les Noirs, les Arabes, les pauvres, les riches, les filles, les garçons. Il y avait comme ça une espèce de désorganisation avec des statuts privilégiés et puis d'autres qui étaient un peu les victimes de cette chose-là. Et je revenais le lendemain et je retrouvais un traitement d'égal à égal avec les élèves et on était tous différents. Et à 17 heures, je retrouvais la violence de la rue. Et donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai aimé cette école parce que elle ressemblait pas du tout à la vie. Et que donc ce sentiment d'égalité, je ne l'avais que de 8 heures du matin à 17 heures. Et après, la vie réelle reprenait sa réalité, c'était la loi du plus fort. D'accord. Est-ce que vous aussi, élève, vous ressentez un petit peu ce contraste entre ce que peut être l'école de la République française et peut-être une atmosphère extérieure? Vas-y Sébastien. Prends le micro, Seb. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu moins facile de faire la différence pour moi personnellement, hein, parce qu'on a quand même baigné maintenant dans cette éducation depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et l'école républicaine est bien installée, et on a donc cette différence qui est moins visible, même si elle existe toujours, on la sent. C'est juste qu'on on la voit moins parce qu'elle est moins, enfin, elle est enseignée à l'école, et donc on en est plus témoin que participant. C'est mon expérience personnelle. Voilà. D'accord. Une autre personne peut-être veut réagir? Moi, personnellement, l'égalité, je ne l'ai pas forcément ressentie à l'école. Au contraire, j'ai plus ressenti de l'inégalité, et notamment au collège. Donc, c'était plus à l'extérieur de l'école que je me sentais plus égale aux autres. Merci Est-ce que beaucoup. tu peux quand même nous donner une illustration de l'inégalité que tu as pu vivre à l'école? Ça vient notamment de la part des professeurs au collège. Donc, j'avais un professeur de mathématiques
qui cachait pas du tout son racisme envers moi. Et au contraire, il en profitait justement quand je venais à l'école pour justement être raciste envers moi. D'accord. Donc, on voit bien que c'est pas pour tout le monde, du coup, ce sentiment forcément d'égalité à l'école. Oui, bien sûr, parce que moi, je vous parle de mon cas particulier, mais tous les copains qui étaient avec moi ne pourraient pas dire la même chose, par exemple. Je me souviens que certains, notamment d'origine maghrébine, ont passé tout leur séjour au fond de la classe. Et que donc, c'est un peu à celui qui a la chance d'accrocher quelque chose, ou de profiter de profs ayant une vertu pédagogique peut-être un peu plus poussée que les autres. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dans les écoles des profs qui fassent subir des discriminations comme tu as pu le subir. C'est-à-dire que rien n'est parfait. Donc elle a ce principe-là, mais qui ne fonctionne pas automatiquement pour tout le monde. La preuve, c'est que les difficultés qu'on connaît à l'intérieur de l'école. Donc c'est pas un système parfait non plus. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette égalité à l'école ? Ce qui m'a plu, moi, c'est que c'était la place, la volonté des profs d'établir une égalité, même si elle était artificielle. Oui. Parce que l'inégalité, nous, on la vivait dans la vie. Notamment parce qu'on était fils d'immigrés ou fils de pauvres. Il y a une réalité dans laquelle on est les exclus. Moi, j'ai vécu avec des parents algériens qui m'ont toujours dit les Français ne veulent pas de nous. Donc ne te fais pas d'illusions, ne te fais jamais d'illusions. Essaye d'être un bon élève, mais ils n'aiment pas les étrangers. Et donc, gare à toi si tu te berces d'illusions. Donc voilà. Et grosso modo, même si je me suis rendu compte que l'école n'était pas parfaite, il y avait quand même une douceur dans la volonté d'installer une égalité. Il y avait une douceur et je trouvais la réalité hors de l'école plus rude. D'après vous, quels seraient les avantages ou les inconvénients de cette école, du coup, qui accueille plusieurs diversités, plusieurs milieux sociaux? Quel est pour vous l'avantage ou l'inconvénient, en fait, d'une école avec beaucoup de diversité? Selon moi, il n'y a pas d'inconvénient, c'est que du bon, parce que un des buts en grandissant en tant qu'être humain, c'est vraiment d'ouvrir c'est d'ouvrir sa tête et de se débarrasser de tous les préjugés qu'on peut avoir sur que ça soit l'ethnie d'une personne, sa culture, et vraiment accepter tout le monde tel qu'ils sont. En fait, on ne peut que grandir en ouvrant sa vue et sa perception des choses, et en essayant d'instaurer cette égalité et cette ouverture d'esprit. Merci beaucoup. D'ailleurs, Majid, dans votre livre, vous avez cette quête d'identité sociale qui se ressent beaucoup. J'ai relevé notamment une phrase que devais-je être arabo-beurre, franco-musulman, berbéro-toulousain, gaulo-beurre, franco-kabyle, maghrébo-apostat. D'où vient pour vous cette quête d'identité sociale ? En fait, parce qu'on se retrouve, alors moi je me suis retrouvé avec des parents algériens musulmans dans une société française catholique ou athée. Et donc, il y a deux camps qui se présentent à vous. Ce qu'on appelle les miens, les nôtres, ou ce qu'on croit être les nôtres, des maghrébins d'origine, de culture musulmane, et puis les autres. Et on passe sa vie à dire les autres quand on parle des blancs, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais plus blanc qu'autre chose. Et ceux que j'appelais les autres, c'était en fait les miens.
parce que ils aimaient Victor Hugo, Balzac, Zola, Maupassant, ils aimaient Brel, Ferré, Brassens, ils aimaient Higelin, Lavilliers, Renaud, une culture française qui était profondément ancrée en moi. Je dis, mais si moi, mes références sont celles-là, c'est que j'appartiens aux autres et pas aux miens. Et quand je regardais les miens, je disais, mais je me réfère à quoi? J'avais pas d'artiste, pas de sportif, pas de ville, pas d'histoire, pas de mémoire, pas de siècle des Lumières. Et il y avait juste une religion qui représentait à mes yeux comme une espèce de prison, c'était l'islam, où je ne voyais que des inconvénients, puisque cette religion exigeait de ma mère qu'elle soit l'esclave de mon père, exigeait des filles qu'elles soient à la botte des garçons, religion ou traduction de la religion, etc. Et donc je me suis retrouvé dans une espèce de schizophrénie infernale, à me dire, mais je fais partie des miens ou des autres? Et alors les miens étant quand même mes parents, donc on peut pas non plus les balancer sur un pont de la Garonne, mes parents qui avaient une langue, qui avaient une terre, des origines, et donc on ne peut pas se débarrasser de ces soi-disant siens, et si on se débarrasse pas d'eux, qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà comment est née ma schizophrénie. C'est, je suis un peu l'un, un peu l'autre, et chaque camp me dit non, tu fais partie de nous. Et d'ailleurs, les gens de mon origine, les gens d'origine maghrébine me traitent en on. Ils disent, tu fais partie des nôtres. Ils m'intègrent dans un nous que je ne reconnais pas absolument. Et les autres me disent, mais nous, on se sent bien avec toi. Donc, alors, t'es à la fois appelé par les deux camps, et les deux camps sont dans une pure hostilité. Je vous en prie. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir choisi un camp ou est-ce que c'est possible d'avoir choisi un camp? Alors, à un moment, je me suis dit, il faut que je sois français. Et donc, je me suis mis à vachement bosser, j'étais adolescent, à vachement bosser mon orthographe, ma conjugaison, ma syntaxe. Et je me disais, si je sais conjuguer des verbes à l'imparfait du subjonctif, ça veut dire que je suis un bon français. Et alors, j'ai su conjuguer ces verbes. J'ai été très bon en orthographe, en conjugaison, en français, etc. Et je me suis pas senti plus français pour autant, aux yeux des gens. Et puis après, je me suis dit, mais je suis trop français. Et donc, je dis, je vais mal, je ferai des fautes d'orthographe partout, et je conjuguerai mal mes imparfaits du subjonctif. On essaie d'être mauvais français, puisque ça marche pas. Et finalement, moi, ce que je me suis dit, c'est il te faut être une synthèse des deux apports. Mais en sachant quel est l'apport de l'un, que veut dire l'un et que veut dire l'autre. Et c'est pas forcément un pesage avec 50-50. Parce que ça, c'est l'illusion. Et longtemps, des Français m'ont dit, t'as de la chance d'appartenir à une double culture. Jusqu'à ce que je me rende compte ça n'existe pas, la double culture. C'est du vent qu'on raconte pour les intellos qui bénéficient à la fois de l'encyclopédie orientale et de l'encyclopédie occidentale. Moi, je n'avais qu'une encyclopédie, elle était occidentale, et puis le reste, c'était quelques bribes d'arabe, 2-3 riens de la culture musulmane. Et quant au siècle des Lumières de l'Orient, parce qu'on nous raconte pour nous consoler que l'histoire musulmane a eu un siècle d'or. Une période d'or, et quand on regarde, on dit, mais c'est où, c'est quand, qu'est-ce qui me rattache à ça? Et donc, faire la bonne synthèse. Et tous ne devons pas faire la même synthèse. C'est-à-dire que deux mômes issus, deux Maliens d'origine, nés en France, ne doivent pas faire la même synthèse. Parce que c'est des histoires personnelles, et on ne peut pas faire d'un tout, comme de raconter, il y a une communauté musulmane. C'est un mensonge, il n'y a pas une communauté musulmane, il y a des musulmans. Et moi, je sais que l'islam de mes parents ne ressemblait à rien à l'islam de leurs voisins. D'accord, merci pour votre réponse. Je vous en prie. Donc, selon vous, l'école, en quelque sorte, effacerait un peu l'histoire, effacerait un peu la diversité?
Ce serait une sorte Elle apprend l'histoire. En tout C'est ce que cas- vous dites un peu dans ma part de Gaulois. Vous dites, on m'a appris que j'étais Gaulois un petit peu. Oui, alors, les premières années, on nous raconte l'histoire de France. Donc, nos ancêtres, les Gaulois. Et quand on est jeune, on dit pourquoi pas. Moi, mes parents ne m'ont jamais parlé d'ancêtres. Ils connaissaient à peine leurs propres grands-parents. Et donc, en réalité, on était bien content qu'un pays veuille bien nous donner des ancêtres, aussi blonds et tressés soient-ils. Parce que comme il n'y a pas de proposition, et qu'il n'y a qu'une proposition, c'est celle de l'école, voilà, vos ancêtres étaient gaulois, blonds, ils habitaient un petit village de Bretagne. En fait, tu fais la confusion dans ta tête. Et donc, il y a à la fois, elle avait cette école, le défaut de son avantage, c'est que en essayant de nous prendre à égalité, elle oublie qu'on n'est pas à égalité. Et ça, c'était la grande faiblesse de l'école laïque, gratuite, républicaine. C'est de vouloir trop cette égalité. Elle oubliait qu'on n'arrivait pas avec les mêmes chances. Quand on entre dans cette école, il y a ceux qui sont avantagés par un milieu social, voilà, relevé, etc. Et puis il y a les pauvres, puis il y a les prolos, les plus pauvres encore. Et puis après, il y a les étrangers. Et puis les étrangers, il y a ceux qui, comme moi, étaient nés en France, mais d'autres ne sachant à peine pas parler français. Et cette école, elle a voulu nous prendre tous à égalité. Elle a oublié qu'on n'était pas à égalité. Et donc il s'agissait donc au début, ne les prenons pas à égalité, mais tentons à un moment donné une projection d'égalité. Donc ça a été aussi sa grande faute. Est-ce que vous, élèves aujourd'hui, vous sentez qu'il y a pu avoir une modification de ce genre d'oubli peut-être ou d'effacement et peut-être une inclusion plus grande dans l'école de la République? Et là, vous avez intérêt à répondre parce que là, je vous ai sauvé pendant 20 minutes et maintenant, je me lève. Donc, voilà, merci. Bonjour. Je dirais que ça dépend de quelles écoles. Il y a des écoles qui mettent en place des moyens pour réduire ces écarts entre les élèves et donc oui, construire une égalité. Mais après, il faut les moyens financiers et puis personnels, etc. Donc ça dépend vraiment voilà, de l'établissement où on a la chance d'aller, que ce soit privé ou public. On a un bel exemple à Évreux ici avec Pablo Neruda qui était un collège pardon, qui mettait en place des moyens pour aider les élèves qui avaient des difficultés. Mais bon, il a été fermé, donc... C'est un collège privé? Non, un collège public. Bah, moi, j'étais un élève à ce collège, Pablo Neruda. Et c'était 3 ans que j'ai pu passer là-bas où c'était super. C'était un collège qui était classé ZEP+. Et donc, c'était un collège en plein milieu d'un quartier. Et, en fait, à l'intérieur, il n'y avait pas de disparité entre les élèves. On était une grande famille et tout le monde se connaissait, tout le monde s'appréciait. Et en fait, on était tous réunis autour de ce principe, l'école, et tous avec cette envie d'apprendre et de passer ensuite au lycée, ensuite d'avoir un travail. Et comment les professeurs, ils avaient eu les parents, ils avaient eu les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Et on se connaissait tous. Il y avait vraiment cette envie de partager, de se réunir autour de quelque chose qu'on partage, l'école, et ensuite de pouvoir montrer que même si on vient d'un milieu d'un quartier et que les gens vont nous coller une étiquette dessus en disant que on est qu'on vient d'un quartier et qu'on n'a pas de culture, bah c'est faux et il est possible d'ensuite s'élever, de prouver aux autres le contraire. Pour rebondir sur le point sur le fait qu'on enseigne quelque chose de très français, européen, et qu'on oublie un peu les autres cultures, qu'on enseigne vraiment cette égalité qui efface un peu les passés de chacun. C'est vrai que les écoles républicaines enseignent beaucoup l'histoire française et tout ce qui tournait autour des colonies, ces choses comme ça. Mais on ne parle pas souvent de l'histoire des autres pays européens, où on parle beaucoup de quelque chose qui est assez, en fait, assez patriote. Et c'est vrai qu'on doit oublier beaucoup de cultures qui vivent avec nous
et dont on ne parle absolument pas à l'école, qu'on efface un petit peu. Il y a même une guerre dont on ne parle quasiment jamais à l'école, c'est la guerre d'Algérie, et il y a des écoles des classes de lycée qui n'en parlent pas. En fait, il y a la moitié des classes, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a la moitié des classes qui en parlent, et il y en a d'autres qui reviennent sur la Seconde Guerre mondiale, et donc il y en a qui ne parlent pas de la guerre d'Algérie. Or, c'est une guerre qui rentre dans notre histoire, donc même notre histoire, on l'efface et on l'embellit. Merci. C'est un micro, ouais. Alors, pour rebondir sur ce que Peut-être Sébastien. qu'on t'entende bien. Là, on m'entend là. Vous êtes un petit peu On t'entend, on éloigné. t'entend. Voilà. On m'entend, ouais. Pour rebondir sur ce que Sébastien dit juste avant, l'école est très patriote parce que c'est l'école française. Elle va pas, enfin, on est en France, on va pas se mettre à parler des États-Unis et de l'histoire des États-Unis parce que c'est un pays lointain qui a sa propre. Eux aussi, ils font la même chose. Chaque pays doit apprendre à ses citoyens l'histoire de son pays. Et pour revenir sur la guerre d'Algérie, c'est vrai qu'elle n'est pas au programme. Elle devrait l'être, je pense, parce que c'est une guerre qui a marqué les esprits et dont on ne parle pas en cours. Donc c'est plutôt bizarre. Mais je pense que c'est parce qu'elle est un peu trop récente et du coup, ils mettent en place et dans quelques années, elle apparaîtra dans les manuels scolaires, je pense. C'est juste pour... Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ces Oui, élèves que je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est vrai que moi, le souvenir que j'ai, mais moi, il y a très longtemps, puisque je suis très vieux, que les souvenirs que j'ai de l'histoire de France, oui, c'est une histoire très patriotique et très caricaturale. C'est pour ça que je faisais je sais plus dans lequel de mes bouquins, je faisais la confusion en disant Vercingétorix ou Astérix. Donc il y a une confusion entre la BD et l'histoire, parce que ce qu'on retient finalement de cette école républicaine, c'est une mythologie d'un peuple de Gaulois avec des tresses sympathiques, etc. Et la difficulté à construire une histoire qui soit autre que patriotique ou autre que mythique, ce qu'on appelle le récit français. La France a voulu raconter une histoire glorieuse, et comme tous les pays, ont envie de raconter à leur peuple une histoire glorieuse, et qu'en vérité, il y a un problème se pose quand tout à coup il y a une population qui se diversifie, et qu'il y a dans une classe, un peu comme ici, toutes sortes d'origines, et donc et les uns se disent, comme moi j'ai pu me le dire, à un moment donné, mais c'est pas mon histoire, là, on raconte rien sur moi. Et donc il faut que l'histoire se réapproprie ses habitants, en fait. Ou en tout cas, la société dans laquelle elle vit, et la société française d'aujourd'hui est ultra métissée. Il est important que l'histoire fasse en sorte que toutes ces origines se retrouvent à un moment donné, qu'elle leur explique pourquoi on se retrouve dans une situation métissée, et pas faire comme si ça n'existait pas. Elle roulait un peu dans le sable, en fait, cette histoire. Merci. D'ailleurs, vous parlez de déni, hein, vous allez jusqu'à parler de déni dans l'histoire française. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui, parce que moi, longtemps, par exemple, j'ai cherché des ancêtres maghrébins, puisque des centaines de milliers d'Africains et de Maghrébins et d'Asiatiques sont morts pour la France durant toutes ces guerres. On s'est dit, mais où sont-ils? Et effectivement, tous ces gens ont disparu. Et d'où aujourd'hui une jeunesse qui réclame à corps et à cri qu'elle ait un visage. Parce qu'il y a un effacement au nom du mythe français qui voudrait que ce soit des Français, donc sous-entendu blancs. Et quand vous regardez les stèles dans les villages, vous ne trouverez jamais un Africain. Et toutes les stèles de tous les villages ont des noms parfaitement français. Et donc tous ces gens venus d'ailleurs se disent, mais nos grands-parents qui ont sauvé la France, où sont-ils? Et à tous les moments de la vie, on se dit, mais où sommes-nous? Un peu l'impression de ne jamais exister. Et c'est en cela un peu que vous dites que la double identité n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment. Oui. Elle est un peu superficielle.
La double identité, oui, à moins d'être un privilégié qui ait des apports riches des deux côtés. Ce qui peut arriver, je pense par exemple à Leila Slimani, qui est une écrivaine reconnue, et qui, elle, est de milieu aisé et qui a bénéficié d'éléments d'information importants. Mais l'immense majorité des gens de l'immigration sont des gens qui ont, comme moi, qui ont perdu leur langue natale, leur langue d'origine, leur terre, leurs racines, leur arbre généalogique. Et justement, vous retrouvez un petit peu une culture en soi dans l'école française et dans l'art aussi, puisque vous dites que vous êtes un supporter de Rousseau, de Voltaire. En fait, vous retrouvez vraiment une nouvelle culture. À 99%, Oui. je me retrouve dans le siècle des Lumières. Et alors, Il reste 1% pour la Kabylie. En quoi l'art, en général l'art français, et peut-être plus tard l'art de toutes les origines, mais en quoi l'art vous a permis de vous engager, peut-être de vous trouver une identité sociale? Quel que soit l'art, il faut qu'il y en ait un. Ce que je dis moi, c'est que mes parents, étant analphabètes et incultes, ne m'ont pas transmis un art, puisque eux-mêmes ne savaient rien de leur propre histoire. Donc, tu te retrouves dans un pays, dans un état de droit, qui te propose 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire française. Et au milieu, le siècle des Lumières, tu as quand même de quoi bâtir ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire un ensemble d'avis qui font une synthèse, et tu fais toi-même ta propre synthèse. Et donc, un état de droit permet d'accéder à ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir. Moi qui suis algérien, on est en 2021, je ne peux pas dire qu'en Algérie, l'école française propose l'école algérienne, parce que il ne propose pas de point de vue différent. On propose un État figé avec un peuple qui pense la même chose. Il n'y a pas d'esprit critique ou très peu, et c'est l'esprit critique qui va former le libre arbitre. Donc pour vous, l'école française aujourd'hui est en train de s'élargir quand même sur ce point, sur ce libre arbitre, sur l'esprit critique. Bon, elle s'est largement améliorée. Moi, je vois, il n'était pas question à mon époque d'évoquer même verbalement la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, elle est, même si c'est sommaire, elle est traitée. La France est rentrée dans une autocritique, malgré tout intéressante. Elle est moins figée qu'il y a une trentaine d'années, c'est l'école en question. Et vous, est-ce que vous ressentez la possibilité d'exprimer, d'avoir un libre arbitre, du coup, à l'école? Ah, ils posent des questions qui sont embêtantes, je vous le reconnais. D'ailleurs, je vous permets de leur taper sur la gueule tout à l'heure. Oui, vas-y. Du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre parce que c'est surtout à cause il y a des groupes d'élèves, oui, qui se forment et qui pensent une même chose, et si t'es pas d'accord, tu peux être critiqué, et du coup tu rentres dans la masse pour ne pas être critiqué. Tu penses pareil qu'eux, même si c'est pas ton avis. D'accord. Donc, oui, non, vas-y, Élise. Ce serait bien que vous puissiez lui répondre, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Tu veux... Ok. Du coup, moi, je pense que aujourd'hui à l'école, on a le droit d'avoir un esprit critique. Par exemple, ces derniers jours, j'ai fait pas mal de débats. Et donc, chacun a apporté ses arguments et on avait tous des idées totalement différentes. Et donc, c'est là justement qu'on a pu voir que toutes les connaissances qu'on a acquises depuis qu'on est à l'école, on a pu les retranscrire à travers ces débats en ayant chacun nos propres opinions différentes. Donc, du coup, non, je pense pas trop qu'on n'a pas trop le droit d'avoir un esprit critique. Alors après, c'est sûr, quand c'est purement académiquement, c'est-à-dire dans nos copies qu'on doit rendre à nos professeurs, là, oui, on n'a pas tellement le droit de donner notre avis. Mais par exemple, lorsque c'est des débats entre les élèves et les professeurs, là, je trouve qu'on a plus le droit d'exprimer ses idées
et ses ressentis sur les choses qu'on est en train Tu te d'apprendre. sens libre de dire ce que Oui, tu voilà, penses. ce qu'on pense. Merci. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le droit, enfin, les professeurs ont des limites, ils ne peuvent pas non plus donner leur avis politique, ils n'ont pas le droit, ou leur avis religieux. Donc, c'est bien, on dit bien que l'école est laïque. Et donc, c'est bien, c'est vrai que l'école a pour but aussi de former l'esprit à se donner une opinion. Et donc ça, par exemple, on l'a appris en cours d'histoire aussi, qu'il y a vraiment une volonté, depuis la Troisième République, à ce que les élèves se créent leur propre opinion de la République. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui dure depuis, et c'est assez efficace. Après, ça dépend aussi de la communauté d'élèves. Est-ce qu'ils vont laisser les avis se répandre? Et ça dépend aussi des lycées, est-ce qu'ils font des débats ou non, enfin les écoles en général, hein, qui font des débats ou non. Il y en a qui n'organisent rien, il y a celles qui font beaucoup de discussions entre élèves, qui organisent effectivement des discussions, donc des conversations intéressantes sur différents sujets, comme aujourd'hui, hein. Voilà, donc c'est quelque chose effectivement qui aide à former l'esprit à un libre arbitre. Merci. Il y avait aussi une autre participation. Bonjour. Moi, du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, Il faut que tu parles plus fort. pardon. Je trouve que oui, on est dans une école qui nous laisse vraiment avoir un libre arbitre et qui nous enseigne à dire ce qu'on pense. Et il faut savoir que dans certains pays, on n'a pas ça et on nous apprend à penser comme on veut qu'on pense. Et ici en France, il y a une organisation de débats dans les écoles. On nous apprend à former nos propres avis, même sur la politique, surtout un peu. Et c'est vraiment quelque chose qu'il y a particulièrement ici en France, je trouve. Merci. Alors, on parle beaucoup d'école depuis le début, mais vous êtes aussi un artiste. En quoi, vous, l'art en général, peut-être plus l'écriture, parce que vous êtes un écrivain quand même, vous a permis, vous, de vous construire aussi une identité sociale et peut-être de vous intégrer, peut-être de... Ou la musique, hein. Ou la musique Ou la aussi, oui, musique bien aussi. sûr. Il faut, pour pouvoir être dans un processus de création, que ce soit l'écriture ou la musique, il faut avoir digéré un certain nombre d'informations. Ce qui veut dire que, parce que la culture, par exemple, ça commence par les premiers mots, les premiers gestes de vos parents. Ils vous transmettent une langue, ils vous transmettent des valeurs, ils vous transmettent un certain nombre de références. Alors si les parents sont nazes, vous aurez des références nazes, pas de chance pour vous. S'ils sont éclairés, vous avez du bol parce qu'on vous aura parlé d'un certain nombre de références artistiques, historiques, etc. Et donc, voilà, la culture, c'est hyper large. C'est que ça commence par les premiers blablabla, bababa de vos parents, et puis ça finit par les plus grands auteurs, par tout ce que tout ce que la création permet d'éclairer. Et donc moi, alors à partir du moment où, d'une façon ou d'une autre, des choses m'ont été transmises, je fais une synthèse. Et c'est ce qui fait que vous allez en extraire une forme de point de vue ou une acuité, que ce soit musical ou l'écrit. Et donc tout ça pour vous dire que finalement c'est une histoire de transmission. Qu'est-ce qu'on vous transmet ? Ceux qui n'ont pas accès à la transmission n'auront jamais la chance de pouvoir ou créer ou obtenir un libre arbitre en quelque sorte. Et donc voilà, l'art c'est ça. L'art c'est ce qui vous permet de comprendre des choses, ce qui vous permet, par exemple, d'avoir le point de vue, le point de vue d'un artiste à travers une œuvre. Il va défendre telle thèse. Vous aurez le droit d'avoir quelqu'un qui va défendre une autre thèse. Et finalement, le privilège, c'est a-t-on la chance d'avoir deux points de vue ou des points de vue différents qui vont vous permettre de vous éclairer et de faire votre propre synthèse.
Donc voilà, la culture, c'est en ça qu'elle est importante. C'est quand elle aide finalement à vous construire et donc à être vous, à pouvoir dire moi je. Quand on a la chance de dire moi je, ça veut dire qu'on a fait une forme de synthèse quelque part d'un certain nombre d'idées qui ont été proposées. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que l'intégration en France est facile ou est-ce qu'il y a encore des aspects difficiles ou est-ce que vous aurez des suggestions pour qu'elle soit plus facile ou... Alors, ça dépend parce que, de mon point de vue, l'intégration, elle marche mécaniquement. Il suffit de résider. Je te vois faire des gestes. Il suffit de résider dans un lieu un certain temps et vous adoptez sa langue, de fait. Vous adoptez ses coutumes ou vous rentrez dans un cadre. Et finalement, le problème, c'est mais qu'attendez-vous de nous, j'ai envie de dire. Quand on dit qu'il y a des problèmes d'intégration ou d'assimilation, c'est en fait, mais qu'attendez-vous de nous? Moi, par exemple, je suis né en France. Je suis un pur produit de l'école républicaine et j'entends un jour Zemmour dire « Si tu veux être français, fais-toi appeler Bernard, Jean-Jacques. » Et je m'appelle Magid. Et donc, pour lui, un bon français devra porter un nom français ou chrétien. Enfin, et chacun va exiger quelque chose. Et puis, on se demande, mais est-ce que... Alors, par exemple, on a beaucoup reproché à Benzema, je ne sais pas si tu t'intéresses au foot. Non, mais je connais bien. Tu connais. Et donc on lui disait, mais tu ne chantes pas la Marseillaise, tu es un mauvais français. Oui. Mais Michel Platini ne la chantait pas et il n'a jamais été traité en mauvais français. Et donc c'est interroger le peuple. Que voulez-vous? Qu'entendez-vous par? Et donc, est-ce que l'intégration est une réussite ou pas? C'est en fonction de qu'attendons-nous de nous? Aujourd'hui, nous sommes un peuple, j'allais dire entre guillemets, diversifié, divers. Qu'attendons-nous de nous? On peut poser la question. Et on va leur poser la question. Et là, je me lève. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce qu'être français ou un bon français? Voilà une question qui est difficile. Si jamais il y a une définition. Allez, les filles du fond, là, qui n'ont pas parlé, c'est quoi être français? Alors, on va leur mettre la pression. Veuillez passer leur micro, dame. Ah, bah non. Elles vont se rappeler de tonton Magid, moi, je te le dis. Un connard qui est venu l'autre après-midi, il voulait qu'on parle. Bonjour. Pour moi, par exemple, quelqu'un qui est français, c'est quelqu'un qui respecte les valeurs de la République, donc de la démocratie, etc. Après, être français, c'est aussi avoir des cultures différentes. Pour moi, j'imagine pas un français où il y a une seule culture. Être que chrétien, pour moi, c'est avoir une certaine diversité et forcément avoir accès à l'école, machin. Donc pour moi, un français, c'est... Comment dire? Quelqu'un qui respecte les valeurs de la République tout en ayant sa propre idée de ce qu'est la République. Merci beaucoup. D'autres réponses, Ange? Bonjour. Alors pour moi, être français, c'est la nationalité déjà. Et puis après, bon, j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste, je vais rebondir. Je te remercie. Il vient, il dit, j'ai pas grand-chose à dire. Et je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit, l'intégration enfin, moi, personnellement, j'ai plus l'impression que on demande aux personnes, on va dire, arabes, enfin, en général, arabes, noirs, asiatiques et tout ça, de s'intégrer, vous voyez. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que du moment que, enfin, on leur colle des étiquettes, on les catégorise, et on a l'impression qu'ils ne sont pas intégrés. Et donc, il faut qu'ils s'intègrent. Alors que des personnes qui ne respectent pas des valeurs républicaines et tout, il y a pas trop, enfin, on se pose pas trop de questions, on leur demande pas de s'intégrer parce qu'on estime que ce sont des Français, donc ils n'ont pas à le faire. Enfin, c'est l'impression que j'ai personnellement. Merci. Derrière toi, Mama Kafaï. Alors, moi, je pense qu'en fait, l'intégration, elle sera pas possible tant que les Français, ils voudront pas qu'on soit intégrés, en fait. Parce que pour eux, ils veulent vraiment qu'on retire une partie de notre identité
et même totalement l'effacer. Et même quand on l'aura effacé, ce ne sera pas assez pour qu'on soit français à leurs yeux. Merci. Oui, effectivement, je te rejoins dans le sens où jusqu'où, c'est un peu, voilà. Alors, on est là, bon, on a le sentiment d'être français, et puis, alors toi, tu dis par exemple, mais ils seront jamais contents. Et c'est un peu ce qui est dans l'air du temps, c'est, mais jusqu'où faut-il aller pour considérer que nous sommes français? Et donc la question est posée aux uns comme aux autres, aux Français, comme tu dis. T'as vu, elle a dit français. Oui. Et donc, il y a deux catégories de Français. Il y a les, pardonne-moi, mais t'es blond aux yeux bleus, donc je vais te taquiner, les Français et les Français. À moins que tu ne partages pas cette idée. Est-ce que tu te considères comme français, par exemple? Ou français? Je me considère comme français. Excellent. Bon, voilà, excellent, tu vois. Et lui se considère comme français. Qu'est-ce que c'est? C'est la sonnerie. Oui. Selon moi, la France, elle est belle quand elle est ouverte et qu'elle partage, en fait. C'est qu'elle accepte les gens et qu'elle accepte qu'un Français ait aussi des différences et qu'il ne soit... qui viennent d'autre part. Parce que c'est ça, en fait, notre culture, c'est le résultat de plusieurs métissages et des siècles d'histoire. Donc, je trouve ça bizarre et... qui n'ait pas de sens, en fait, qu'aujourd'hui, on demande à des personnes qui se sentent françaises sur le sol français de comment devenir encore plus français qu'ils ne le sont déjà ou qu'ils ne le pensent être déjà. Oui. Je trouve aussi qu'il y a une différence entre les différents immigrés et les différentes personnes. C'est-à-dire que les Français, pour avoir plus de préjugés pour les personnes, par exemple, qui sont noires ou musulmanes et des choses comme ça, alors que, par exemple, quelqu'un qui viendra des États-Unis, qui va venir en France pour devenir français depuis les États-Unis ou depuis des pays d'Europe, qu'on va dire, qui viennent du Nord, comme l'Écosse ou l'Allemagne, on va les accueillir à bras ouverts et on va absolument faire aucune remarque, ou presque pas. Il y a toujours des extrémistes. Mais c'est sûr qu'il y a une énorme différence déjà à ce point-là. Et je trouve que pourquoi il y a une différence? Ce sont soit tous des étrangers, soit ils sont tous bien accueillis en France, ce sont tous des Français. Oui, Ange. Il a un superbe prénom, celui-là. Oui. Merci beaucoup. C'est juste pour rebondir sur ce que Sébastien a dit. Je pense que c'est surtout la question de l'apparence, en fait. C'est, comme vous avez dit, être blanc aux yeux bleus, bref, tout ça. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tous les immigrés ne sont pas traités de la même façon. Merci. Il y a un bruit, là. Au-delà de l'apparence, il y a aussi, je pense, une question géopolitique et puis historique. On n'a pas du tout eu les mêmes relations avec, par exemple, les États-Unis qu'avec l'Asie ou les pays les pays du Maghreb. Donc ça joue aussi dans la vision qu'on peut avoir, qui n'est pas du tout vraie, puisque les personnes, par exemple, les personnes allemandes qui ont fait la guerre les personnes qui descendent de ces gens ne sont pas du tout les mêmes que leurs ancêtres qui ont fait la guerre en France. Donc voilà, c'est des préjugés aussi. Merci beaucoup. Oui, il y a une histoire de préjugés, mais on peut noter quand même que quand il s'agit d'une culture commune, par exemple tous les peuples européens qui ont un creuset judéo-chrétien, il n'y a pas de problème, ou la couleur de peau, ou comme tu disais très bien, des histoires de géopolitique qui font que, comme tu disais, si tu viens des États-Unis, il y a quasiment pas de problème dès ton débarquement à Orly. Il n'y a pas de problème. Et quand tu as 50 ans de présence, mais noir de peau, en France, tu es susceptible d'en avoir. Donc la question est posée. Merci. Elle n'arrêtait pas de me dire merci. Je vous remercie. C'est fini, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, pardon. Il n'y a pas de souci. Pardon. Donc, on vous remercie à tous d'être venus. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Magid, d'être venu. Merci pour votre accueil. Merci à tous. Votre présence. Et bon après-midi. Au revoir.